Vous pensez qu'un badge d'accès sécurisé n'est qu'un vulgaire morceau de plastique? Dans mon entreprise, un simple coup de ciseau sur ce badge a suffi à faire s'effondrer 15 années de certification défense. Le PDG pensait qu'il dirigeait la boutique. Son fils pensait qu'il possédait l'avenir. Je n'étais que le seul à savoir que le système attendait juste un faux pas pour les exécuter tous les deux. Je m'appelle Alain Dubreuil. J'ai 52 ans et je suis directeur de la conformité et responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, pour Aérodéfense Solutions. Notre complexe de bureaux se situe dans la zone aéronautique de Blagnac, près de Toulouse, un amas de bâtiments d'acier et de verre qui rôtissent sous le soleil du sud-ouest, là où l'étalement urbain rencontre le sérieux des contrats militaires. C'est ici que la discipline de l'armée rencontre la politique d'entreprise, et je marche sur ce fil depuis 15 ans. Ma routine est la colonne vertébrale de nos opérations. Je ne suis pas superstitieux, mais je suis méthodique. Ma DS7 se gare à la place BE18 exactement à 7h45 chaque matin. Pas 7h44, pas 7h46. À 7h52, j'ai passé mon badge sur 3 portiques de sécurité distincts et je suis debout dans la salle de pause, attendant que la machine finisse de faire couler mon double expresso serré. Sans sucre, sans crème. Quand vous avez passé du temps dans l'armée de l'air, vous apprenez à apprécier les choses pour ce qu'elles sont exactement. Avant même d'enlever ma veste, je suis à mon terminal. La première chose que je fais est de vérifier le tableau de bord de conformité. C'est mon inspection matinale, mon rapport d'état quotidien. Des voyants verts sur toute la ligne, c'est ce que je cherche. Depuis 15 ans, toute la structure de la certification de sécurité secret défense d'Aérodéfense est liée à ma signature numérique, mes accréditations, mon profil de sécurité. Ce ne sont pas seulement les miens, ce sont ceux de l'entreprise. Ils sont le passe-partout qui nous permet de soumissionner et de gagner ce genre de contrat à 5 ou 7 milliards d'euros qui gardent les lumières allumées et empêchent nos concurrents de dormir. Notre PDG, Henri Delacroix, rêve des cours de bourse que ces contrats génèrent. Je rêve de la défaillance catastrophique qui nous attend si nous commettons une seule erreur. Je suis le gardien de notre promesse envers l'État français et la Direction Générale de l'Armement, DGA, une promesse que nous traitons, stockons et protégeons les informations sensibles selon des réglementations plus épaisses qu'un manuel de poids lourd. Mon profil est le sceau sur cette promesse. Mon bureau n'est pas vraiment un bureau. C'est une partie de ce que les ingénieurs appellent l'aile sécurisée ou la zone rouge. Pas de fenêtre. L'air bourdonne avec les refroidisseurs industriels et les alimentations de secours. C'est le centre nerveux de l'entreprise, une série de pièces verrouillées abritant nos serveurs d'audit, le stockage des journaux physiques et les systèmes de sauvegarde cryptés. L'équipe commerciale avec ses cravates vives et ses voitures de fonction ne vient jamais ici. Les RH avec leurs ateliers de team building l'évitent complètement. Ils traitent cet endroit comme un local technique, un lieu où le travail sérieux se fait hors de vue. Ils n'ont pas tort. Je suis l'ingénieur en chef de la conformité. Je vis dans l'aile sécurisée. Je marche dans les allées entre les baies de serveurs, les lumières d'état bleues et vertes clignotant dans la pénombre. Je vérifie les scellés sur les coffres ignifugés qui contiennent les registres d'incidents papier. Mon vrai bureau fait face à une banque d'écrans. Le principal montre l'état du système, vert et stable. Les modules primaires se lisent comme une liste de contrôle, registre de garde vérifié par Alain Dubreuil. Synchro de service vérifié par Alain Dubreuil. Archives d'incidents vérifiées par Alain Dubreuil. Mon nom est le verrou sur tout. Vers 9h, quand l'équipe de jour s'installe, les demandes commencent à arriver. Pas des cadres, mais des gens qui construisent réellement les systèmes que nous vendons. Thomas, un chef de projet qui a toujours l'air de fonctionner avec 3 heures de sommeil, apparaît à ma porte. Il n'entre jamais complètement. Alain, tu as une minute, demande-t-il, tenant son ordinateur portable comme un bouclier. Quelle est la situation, Thomas? Un email rapide pour le client à la base aérienne de Mont-de-Marsan. Juste une mise à jour de statut, mais ça mentionne le nouveau paquet de firmware. Tu peux jeter un œil. Il sait ce que je sais, cette mise à jour de statut et ce paquet de firmware sont des mots déclencheurs pour un auditeur de la DGA. Je prends l'ordinateur, lis le brouillon, trouve les 2 phrases qui sont techniquement exactes mais contextuellement dangereuses. Je les réécris, remplaçant les promesses vagues par une terminologie précise et approuvée tirée de notre dernier rapport d'audit. Ça, dis-je en le lui rendant, c'est ce que tu voulais dire. Il lit et se détend visiblement. Merci Alain, tu me sauves la vie. Le café est pour moi demain. Classe juste le brouillon, Thomas. 1 heure plus tard,
Julien de la sécurité informatique me ping sur la messagerie instantanée. J'ai un drapeau bizarre dans le journal d'accès. Scan de port depuis une IP interne que je ne reconnais pas. On dirait que quelqu'un essayait d'interroger l'archive. Avant que je verrouille le compte, tu peux confirmer que ce n'est pas un de tes scripts d'audit? Je vérifie mes tâches automatisées. Pas le mien. Julien, verrouille-le et envoie-moi le journal d'incident quand tu as fini. J'en ai besoin pour le rapport hebdomadaire. Ça marche. Merci. C'est mon monde. Un monde d'actions précises, d'étapes vérifiées et de respect mutuel bâti sur la compétence. Thomas et Julien ne me respectent pas parce que je suis leur supérieur hiérarchique. Ils me respectent parce que je lis le manuel et quand les auditeurs débarquent, je suis celui qui se tient entre eux et une découverte qui pourrait mettre fin à leur carrière. Dans l'armée, nous avions un dicton, la confiance se gagne par goutte et se perd par seau. Ces gars me font confiance parce que je n'ai jamais laissé une seule goutte toucher le sol. Mais depuis quelques semaines, l'air dans le reste du bâtiment semble différent. Il y a une énergie qui monte, comme de l'électricité statique avant un orage. Il y a une nouvelle initiative pilotée par les RH et l'étage de la direction, culture et innovation, comme ils l'appellent. Plus de réunions plénières que jamais, dirigées par des consultants qui lancent des termes comme casser les silos et l'état d'esprit digital first. Ces mots me glacent. C'est le langage des gens qui n'ont jamais eu à expliquer une violation de données à un agent du renseignement. Casser les silos sonne comme détruire les contrôles d'accès. L'état d'esprit digital first sonne comme oublier que les données les plus sensibles doivent, par la loi, être stockées hors ligne. Je m'assois au fond de ces assemblées, les bras croisés, regardant le risque irradié des diapositives PowerPoint comme la chaleur d'un moteur. Aujourd'hui, ce sentiment est sur le point d'empirer. En marchant depuis l'aile sécurisée pour remplir ma tasse de café en ma recharge de 10h30, toujours je passe devant le tableau d'affichage principal. Il y a une nouvelle affiche, brillante et professionnelle, complètement déplacée par rapport au fond habituel des avis de sécurité et des rappels de mutuelle. L'affiche annonce une assemblée générale obligatoire, réinventer les opérations avec la prochaine génération. Sous le titre se trouve une photographie. D'un côté, Henri Delacroix, notre PDG, arborant son sourire politique habituel. Debout à côté de lui, la main sur l'épaule d'Henri, se trouve un homme plus jeune que je n'ai jamais vu auparavant. Il porte un costume cintré hors de prix, pas de cravate, et une paire de baskets immaculées qui coûtent probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il a le genre de coiffure savamment décoiffée qui coûte 200 €. Ce doit être le fils. Celui qui, selon les rumeurs de bureau, a planté une start-up tech à Paris et revient maintenant dans l'entreprise de papa. Son nom est imprimé sous la photo, Maxime Delacroix. Il a été parachuté, comme le disent les murmures. Son nouveau titre, créé juste pour lui, est vice-président de l'innovation digitale. C'est un titre qui veut tout dire et ne rien dire, un nuage de mots coûteux conçu pour cacher le fait qu'il est le fils du patron et a besoin d'un point de chute. L'Assemblée générale réinventer les opérations est obligatoire. La salle de conférence principale, généralement réservée aux présentations clients, est bondée. Je trouve ma place habituelle dans le coin arrière, contre le mur. D'ici, je peux voir les sorties et, plus important encore, je peux voir les réactions de tout le monde. Maxime Delacroix ne marche pas vers le podium, il émerge. Il porte un gilet ajusté sur une chemise blanche impeccable, les manches retroussées juste assez pour montrer une montre suisse de luxe. Ses chaussures sont, comme je l'avais noté sur l'affiche, impossiblement brillantes. Il se déplace avec une confiance rodée, comme un conférencier TED qui n'a jamais rien construit de concret. Merci, dit-il dans le micro. C'est incroyable d'être ici, d'être à la maison, pour aider mon père à faire entrer Aérodéfense dans la prochaine phase de son évolution. Derrière lui, un écran géant s'allume. La présentation est pleine d'images haute résolution et de polices agressives. La première diapositive dit juste Opération Phénix au-dessus d'un graphique stylisé d'oiseaux s'élevant des flammes. J'ai déjà vu ce film généralement juste avant que tout ne brûle. Trop longtemps, continue-t-il en arpentant la scène comme une panthère en cage, Aérodéfense a fait un travail incroyable, mais nous l'avons fait avec une main attachée dans le dos. Nous avons été alourdis par la pensée héritée, par la friction, par des processus construits pour un monde qui n'existe plus. Il clique sur une télécommande. La diapositive suivante apparaît, tuer le dinosaure de papier. Elle montre un T-Rex de dessin animé écrasé par un météore étiqueté data. La métaphore est aussi subtile qu'un marteau-piqueur.
Nous passons à un cadre agile, digital first, dit-il, sa voix lisse et vide. Nous allons casser les silos. Nous allons innover à la vitesse de la pensée. Nous allons disrupter les anciennes méthodes. Il s'arrête, scannant la salle. Ses yeux balaient les cadres au premier rang, les managers au milieu, et atterrissent finalement sur moi au fond. Je ne le regarde pas. Je regarde une impression de la nouvelle politique de résidence des données de lieux que j'annote avec un stylo rouge. Du vrai papier. Vieille école. Les rôles hérités, dit-il, sa voix baissant légèrement, devront évoluer ou ils devront disparaître. Son regard s'attarde sur moi juste une seconde de trop. C'est un mouvement calculé, un marquage public de territoire. Le message est clair, le dinosaure de papier au fond, celui avec le stylo rouge, est sur la liste d'extinction. J'ai été militaire. Je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un déclare la guerre. Quelques personnes dans les rangées du milieu, surtout les nouvelles recrues du marketing, hochent la tête avec enthousiasme. Thomas et Julien, assis 3 rangs devant moi, trouvent soudain la moquette très intéressante. Ils connaissent aussi ce scénario. Ils ont vu ce qui se passe quand des consultants commencent à parler de disrupter des systèmes critiques pour la mission. Je ne ressens pas de peur. Je ne ressens même pas de colère. Ce que je ressens est un amusement froid et détaché, car alors qu'il continue de se lancer dans une salade de mots sur la synergie de notre lignage de données, je réalise qu'il vient de mal prononcer le nom de la norme ISO 27001. Il l'a appelée ISO 27001 comme s'il lisait un numéro de téléphone, au lieu de la désignation standard. C'est une petite chose. Une erreur que seul moi et peut-être 3 autres personnes dans cette salle relèveraient. Mais ça me dit tout. Il a lu les mots à la mode, mais il n'a jamais lu le livre. Il a mémorisé le PowerPoint, mais il ne s'est jamais assis en face d'un auditeur de la DGA qui demande pourquoi vos journaux ne correspondent pas à vos procédures. Il parle de son dernier rôle. Dans ma précédente entreprise, dit-il, nous avons révolutionné l'espace de conformité. Nous avons pris un processus qui prenait 6 semaines et l'avons automatisé en 3 heures. Nous avons tout optimisé. J'ai fait des recherches sur cette start-up quand les rumeurs ont commencé à circuler. Ils créaient une application de paiement pour les milléniaux. Ils ont brûlé 30 millions d'euros de capital risque avant de s'effondrer comme un château de cartes. Ils n'ont jamais touché un contrat gouvernemental, n'ont jamais fait face à un audit militaire, n'ont jamais eu à expliquer à un général pourquoi leur système est tombé en panne. Leur idée de la conformité était probablement une certification RGPD standard, quelque chose que mon équipe fait en dormant entre le vrai travail. Ils comparent la sécurité d'un portefeuille numérique à l'architecture qui protège les schémas d'armes classifiés. C'est comme comparer un cadenas de vélo à Fort Knox et se demander pourquoi l'un coûte plus cher que l'autre. Quand la présentation se termine, il y a des applaudissements confus. Henri Delacroix se lève et applaudit le plus fort, le visage rayonnant de fierté paternelle. C'est mon garçon, mime-t-il au directeur financier, qui a l'air de calculer déjà le coût de cette réunion de famille particulière. Alors que la salle se vide, Maxime travaille la foule, serrant des mains et tapant sur des épaules comme un politicien en campagne. Il se déplace dans ma direction, coupant ma route de sortie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Il veut que cette conversation ait lieu en public, avec des témoins. Sacrée présentation, dis-je quand il m'atteint, ma voix plate. Merci. J'essaie juste de secouer les choses, dit-il en passant une main dans ses cheveux coûteux. Vous êtes Alain Dubreuil, le roi de la conformité. Directeur de la conformité et RSSI, je le corrige. Ce sont des fonctions distinctes avec des responsabilités légales différentes. C'est ça, c'est ça. Écoutez, je regardais les métriques de votre département, dit-il en se penchant d'un air conspirateur comme si nous étions de vieux copains partageant des secrets. Beaucoup de processus manuels, beaucoup de papier. Il fait un geste vers les documents dans ma main. Je suis à fond pour l'automatisation. Je veux automatiser toute cette aile. On ne peut pas être agile si on traîne des encres. Il fait une pause, et je peux le voir construire son point principal. Je veux dire, avons-nous vraiment besoin d'une seule personne dédiée comme gardien? Cela semble être un goulot d'étranglement, un point de défaillance unique. Nous y voilà. Il ne pose pas une question, il énonce une conclusion qu'il a déjà atteinte. Il veut remplacer un point de contrôle humain mandaté par l'État par un logiciel dont il a probablement lu l'existence dans un article sur LinkedIn. Il pense que la conformité est juste une autre application attendant d'être disruptée. Je le regarde un long moment, étudiant son visage.
Il a la confiance de quelqu'un qui n'a jamais eu à nettoyer ses propres dégâts. Le ministère a besoin d'une personne, Maxime. Pas d'une présentation PowerPoint. Ils ont besoin de quelqu'un qui va en prison si les données fuient. Le système est bâti sur la responsabilité humaine. Votre logiciel ne peut pas prêter serment. Son sourire se tend comme une corde de guitare sur le point de casser. Le charisme facile disparaît du visage de Maxime, remplacé par un agacement froid. C'est un homme qui n'a pas l'habitude d'être contredit, surtout par quelqu'un qui n'est même pas au COMEX. Il a l'habitude que les gens rient à ses blagues et l'appellent Monsieur Delacroix. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Eh bien, dit-il, la voix soudainement brusque, c'est la pensée héritée dont je parle. Nous devrons être d'accord sur notre désaccord. Pour l'instant. Il tourne les talons et marche vers son père, laissant un sillage d'eau de colonne coûteuse derrière lui. Mais je capte quelque chose dans ses yeux avant qu'il ne s'éloigne pas seulement de l'agacement, mais du calcul. Il n'en a pas fini avec moi. Ce n'était que de la reconnaissance. Je retourne à l'aile sécurisée. Le bourdonnement des serveurs est un réconfort après le bruit de l'Assemblée générale. Je m'assois à mon terminal et vérifie à nouveau mon tableau de bord. Voyant vert partout. Tout est stable. Vérifié par Al Dubreuil. Pour l'instant. 1 heure plus tard, un nouvel email arrive dans ma boîte de réception. Expéditeur, Maxime Delacroix. Objet, revue obligatoire des contrôles obsolètes. Je l'ouvre. Invitation à une réunion pour 9h30 demain matin. Mon nom est le seul sur la liste des participants requis. Il y a un ordre du jour court, avec un point marqué en rouge, revue et réévaluation du rôle de gardien. Il va vite, plus vite que je ne le pensais. Le népotisme d'entreprise avance généralement à la vitesse de la mélasse, mais Maxime a quelque chose à prouver. Je suis sur le point de fermer l'email quand j'ai un sentiment froid dans les tripes, le même sentiment que j'avais dans l'armée quand quelque chose clochait sur la ligne de vol. J'ouvre ma console d'administration et vérifie les journaux de provisionnement, ceux qui montrent quand de nouveaux identifiants sont créés, modifiés ou consultés. Procédure standard pour quelqu'un à mon poste. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et voilà. Une entrée de 8h15 ce matin, juste avant l'Assemblée générale. Un nouvel identifiant utilisateur OM. Delacroix a été créé avec un accès en lecture seul à l'environnement de pré-production. Pas le système en direct, mais le bac à sable où nous testons le nouveau code avant de le pousser vers les modules de synchronisation fédéraux. C'est toujours un territoire hautement sensible. Je sors la base de données des certifications de formation. Pour obtenir n'importe quel niveau d'accès à ce système, les réglementations exigent l'achèvement d'un cours de formation obligatoire de 4 heures sur la gestion des données, le signalement des incidents et les responsabilités légales. Un cours que je dois personnellement administrer et certifier. Le nom de Maxime Delacroix n'est nulle part sur la liste de formation. Son père lui a donné une clé du coffre-fort sans prendre la peine de lui apprendre dans quel sens la porte s'ouvre. Il n'est pas juste un risque, il est un incident actif et non autorisé. Et je sais exactement quoi faire avec cela. Cette nuit-là, je ne dors pas beaucoup. C'est un effet secondaire d'un travail où vous êtes payé pour anticiper le désastre. À 1h47 du matin, mon téléphone émet une seule vibration silencieuse sur ma table de nuit. Pas un appel ou un texto, une alerte haute priorité d'un script de surveillance que j'ai écrit il y a des années. Une alerte que je n'ai jamais vue se déclencher auparavant. Je sors du lit et marche vers mon bureau à domicile. Je me connecte à ma console d'administration privée ou une porte dérobée dont je suis le seul à avoir les clés. Le système signale des tentatives d'authentification échouées répétées contre le portail des risques fournisseurs. Les tentatives ne viennent pas d'une adresse IP reconnue. Elles sont sophistiquées, cyclant à travers différents identifiants, essayant de trouver une faiblesse. Puis à 2h15, les tentatives s'arrêtent. Une nouvelle entrée de journal apparaît. Un compte administratif temporaire lié à l'environnement Sandbox exécutif s'est authentifié avec succès. Je trace l'adresse IP où elle est masquée, mais le sous-réseau route directement vers le bloc exécutif nouvellement configuré. Le bureau de Maxime. Il ne regarde plus seulement l'environnement de test. Il est dans le portail live, celui qui se connecte directement au système de la DGA. Il ne fait pas que tâter les verrous, il les crochette. Et il le fait à 2h15 du matin quand il pense que personne ne regarde. Dans mon monde, quand vous trouvez un feu, vous ne tirez pas l'alarme publique pour courir dans le couloir en hurlant. Ça vous fait juste brûler. Vous faites ce que font les survivants, vous notez l'heure,
le lieu est la source de l'accélérant. Vous prenez des photos. Vous montez votre dossier. J'ouvre un nouveau dossier sur un disque crypté et déconnecté du réseau, une habitude que j'ai prise après 15 ans à regarder des gens ambitieux prendre des raccourcis dangereux. Je prends des captures d'écran complètes des journaux, exporte les données brutes avec les adresses IP, les horodatages et les requêtes spécifiques qu'il a tentées. Je nomme le dossier Monsieur de la Croix-Bas revue-Bas conformité et verrouille le disque dans mon coffre-fort personnel. Ce n'est plus seulement pour me protéger. C'est pour protéger chaque ingénieur, chaque chef de projet, chaque bonne personne dans ce bâtiment qui sera blâmé quand ce château de cartes s'effondrera. La réunion revue des contrôles obsolètes à 9h30 le lendemain matin semble différente maintenant. Je n'entre pas pour défendre mon travail, j'entre pour interroger un suspect. La seule question est de savoir s'il est assez intelligent pour réaliser qu'il a déjà avoué. Maxime est déjà dans la salle de conférence au mur de verre de l'étage de direction quand j'arrive. Il a un assortiment de viennoiseries au centre de la table et un grand gobelet de café qui coûte probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour déjeuner. Il est tout sourire, l'image du leader disruptif moderne. Alain, content que tu aies pu venir. Prends un croissant, dit-il, faisant un geste avec une main manucurée qui n'a clairement jamais changé un pneu ou réparé quelque chose de plus complexe qu'un smartphone. Ça ira. De quoi s'agit-il, Maxime ? Il clique sur une télécommande avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais eu à défendre ses diapositives devant des gens qui savent réellement de quoi il parle. L'écran mural s'allume avec des graphiques qui semblent impressionnants jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils ne mesurent rien de significatif. Diapositive de titre, dérisquer aérodéfense, identifier les points de défaillance uniques. Ceci, dit-il, commençant sa routine de pas répétés, concerne l'avenir. J'ai fait une plongée profonde dans notre architecture opérationnelle, et j'ai trouvé un vecteur de risque significatif. Tout notre cadre de conformité fédérale tout repose sur toi. Il clique sur la diapositive suivante. C'est un organigramme avec un gros cercle rouge clignotant autour de mon titre, comme une cible peinte sur un bunker. Dans la tech moderne, dit-il, on appelle ça un point de défaillance unique. Une personne. Si tu tombes malade, si tu démissionnes, si tu te fais renverser par un bus, tout le système casse. Nous sommes exposés. Nos contrats sont à risque. C'est un contrôle obsolète. Je laisse le silence flotter dans l'air un moment. Je regarde sa diapositive, puis lui. Il a utilisé beaucoup de mots pour ne rien dire de substantiel. Vous utilisez la mauvaise terminologie, dis-je, ma voix calme. D'après mon expérience, plus vous parlez doucement, plus les gens écoutent. Pardon ? Le ministère, la DGA, tous nos clients institutionnels, ils n'appellent pas un individu certifié un point de défaillance unique. C'est du langage de start-up. Dans leur monde, le monde dans lequel nous opérons réellement, le gardien officiel est appelé un point d'ancrage unique. Je me penche légèrement en avant. Un point de défaillance est un bug, quelque chose qui casse le système. Un point d'ancrage est une exigence de conception, quelque chose qui garde le système stable. C'est l'humain connu, vérifié, légalement responsable qui signe l'attestation sur l'honneur, qui détient les clés, et qui prend l'appel à 3 heures du matin quand une entrée de journal semble louche. Son visage commence à changer. La confiance facile se fissure sur les bords. Vous proposez de couper l'ancre du navire parce qu'elle est lourde, sans réaliser que c'est la seule chose qui nous empêche de dériver vers les rochers. Le visage de Maxime s'assombrit. C'est juste de la sémantique, Alain. On peut construire un meilleur système automatisé. Un système qui ne dépend pas du badge d'une seule personne. Il se penche en avant, posant ses mains à plat sur la table polie, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. Ça pourrait marcher sur des stagiaires en marketing, mais j'ai été dévisagé par des sergents instructeurs et des auditeurs fédéraux. Ça ne m'atteint même pas. Si votre système est si fragile qu'il s'effondrerait à cause d'un seul badge d'employé, alors peut-être que le problème n'est pas avec moi. Peut-être que le problème est avec votre système. C'est le moment. Il ne fait pas juste preuve d'arrogance, il télégraphie son prochain mouvement. Il me dit exactement ce qu'il prévoit de faire. Je le regarde droit dans les yeux. Vous n'aimerez pas la réponse du système, Maxime. Il ricane, un son bref et laid. C'est une menace ? C'est une entrée de journal, réponds-je calmement. Les systèmes répondent avec des données. Vous devriez le savoir, étant donné votre vaste expérience en architecture de conformité. Le sarcasme touche sa cible.
Sa mâchoire se serre. Maintenant, si vous avez fini avec votre présentation théorique, j'ai de vrais rapports d'incidents à examiner. Je me lève et marche vers la porte, le laissant seul dans sa boîte de verre avec ses viennoiseries et ses diapositives sans valeur. Mais je peux sentir ses yeux dans mon dos, et je sais que ce n'est pas fini. Il n'est pas du genre à reculer devant un défi. Il va escalader. Et quand il le fera, il découvrira que je construis des défenses depuis bien plus longtemps qu'il ne construit des PowerPoint. L'invitation apparaît 2 jours plus tard, sommet de l'évolution opérationnelle obligatoire pour tous les responsables opérations et conformité. Je sais que ce n'est pas un sommet, c'est une exécution publique programmée par un homme qui a besoin d'un public pour nourrir son ego. Mais d'abord, j'ai du travail à faire. J'écris un mémo formel à Sandrine Lefebvre, notre directrice juridique. Sandrine est vieille école, intelligente, et absolument terrifiée par les procès fédéraux. Je n'utilise pas de langage émotionnel, j'utilise son langage, le genre qui fait se réveiller les avocats en sueur froide. Objet, notification formelle d'escalade d'identifiants non autorisés et entrave au protocole de succession mandaté. Dans le mémo, j'expose les faits avec une précision chirurgicale. Je cite les réglementations spécifiques qui mandatent le rôle de gardien et le tampon de succession requis de 90 jours. Je déclare que j'avertis officiellement l'entreprise que Maxime Delacroix a exprimé une intention claire d'interférer avec les contrôles mandatés. Je joins les journaux de 2h15 du matin montrant un accès exécutif non autorisé en dehors de tous les protocoles de formation. Je classe le mémo dans le référentiel officiel de conformité. Le système le redate automatiquement et envoie une notification haute priorité dans la boîte de réception de Sandrine. Je reçois l'accusé de lecture 5 minutes plus tard. Elle l'a vu. Maintenant, ils ne peuvent pas plaider l'ignorance. La réunion est dans la salle de conférence principale à l'étage de la direction aux l'arène choisie par Maxime. Quand j'arrive, la salle est comble. Maxime fait les 100 pas devant le pupitre portant son uniforme, le gilet serré, les manches retroussées, la montre chère. Il se nourrit de l'énergie nerveuse des managers juniors qu'il a positionnés au premier rang comme des pom-pom girls. Nous devons être plus rapides, dit-il, sa voix amplifiée par le système audio de la salle. Nous avons besoin d'agilité. Nous ne pouvons pas être enchaînés au passé. Nous devons arrêter de faire confiance seulement aux gens et commencer à faire confiance à nos systèmes. Les managers juniors hochent la tête et gribouillent des mots à la mode sur leur bloc-notes. Au fond, Thomas et Julien étudient la moquette avec l'intensité d'archéologues. Ils savent ce qu'il dit vraiment, il veut conduire l'entreprise à 160 km/h dans le noir avec les phares éteints. Il termine sa présentation et ouvre le sol pour la discussion sur les nouveaux projets de politique qui ont été commodément envoyés seulement 1 heure avant cette réunion. Mouvement de pouvoir classique, ne pas donner aux gens le temps de lire réellement ce que vous proposez. Ma main se lève. Son sourire devient une ligne fine et brillante. Il ne peut pas m'ignorer dans une salle aussi pleine. Ah, Alain, notre gardien. Avez-vous une pensée? Une clarification, dis-je. Ma voix n'est pas forte, mais elle coupe à travers les remuements comme un couteau. Je regarde le nouveau projet de politique, section 4, sous-section B, rétention des données. Je tiens l'impression en l'air. Toujours apporter l'impression. Ce projet propose de changer la rétention obligatoire des journaux de 12 mois à 60 jours. Maxime fait un geste dédaigneux, comme s'il chassait une mouche. C'est exact. Nous coupons le gras, rationalisons les opérations. 60 jours, c'est plus que suffisant dans un environnement cloud dynamique. Nous avons besoin d'espace de stockage. Nous devons être agiles. Il ne s'agit pas d'être agile, Maxime. Je garde ma voix égale, professionnelle. Le supplément 703 des réglementations d'acquisition de défense, sous-section D, stipule clairement que tous les journaux d'accès liés au contrat de défense doivent être conservés pendant minimum une année fiscale complète après la clôture du contrat. Notre politique de 12 mois est déjà le minimum absolu. 60 jours est une violation directe. La salle devient absolument silencieuse. Je n'ai pas juste exprimé un désaccord, j'ai cité le texte sacré. J'ai parlé comme un prêtre dans une salle pleine de croyants. Le visage de Maxime s'assombrit. L'artiste lisse disparaît, et je vois l'enfant gâté en dessous. Vous citez des réglementations qui ont des décennies. C'est l'ère du cloud. Qui vérifie réellement des journaux vieux de 12 mois? Personne. C'est du gaspillage bureaucratique. Claire Dubois le fait, dis-je. Le nom de notre auditrice principale de la DGA atterrit dans la salle comme un bloc de glace.
Elle le fait, et elle le fera. Quand elle découvrira que nous avons systématiquement purgé des journaux de preuves après 60 jours, elle n'appellera pas ça agile. Elle appellera ça de la négligence grave. Elle appellera ça de la spoliation de preuves. Elle initiera un ordre d'arrêt de travail et nous collera des amendes jusqu'à l'oubli. Je fais une pause, laissant ça pénétrer. Vous n'écrivez pas une politique, Maxime. Vous écrivez un constat d'infraction. Vous rédigez le document même qui coûtera à cette entreprise sa certification fédérale. Vous êtes le goulot d'étranglement, Alain, crie-t-il, me pointant du doigt comme un procureur faisant sa plaidoirie. Vous êtes la friction. Vous êtes la pensée héritée. Et voilà. Il en a fini avec la subtilité. Il commence à marcher vers moi, pas vite, mais délibéré ou une marche lente et théâtrale depuis le devant de la salle vers mon siège au 2e rang. Vous et votre papier, dit-il, voix basse et menaçante, et vos réglementations et ce. Avant que je puisse traiter son intention, sa main jaillit. Il ne saisit pas mon bras ou mon épaule. Il saisit le cordon autour de mon cou et tire fort dessus. La lanière mord l'arrière de mon cou avant que le fermoir de sécurité ne s'ouvre d'un coup sec. Un halètement collectif aspire l'air de la salle. C'est un acte d'agression physique choquant. Le cordon est dans sa main, mon badge se balançant au bout comme un pendule. Il le tient haut comme un trophée qu'il vient de prendre à un ennemi vaincu. Ceci, beugle-t-il à la salle silencieuse, est le problème. Ce morceau de plastique, cette accréditation physique, ce point de défaillance unique. Il se tourne vers la table des fournitures où le matériel de conférence est disposé, trouve de lourds ciseaux de bureau noirs. Le genre qu'ils utilisent pour couper le ruban lors des cérémonies d'entreprise. Comme c'est approprié. Il tend le cordon, mon visage sur la carte d'identité tournée vers le public stupéfait. Nous ne sommes pas, dit-il, la voix dégoulinante de condescendance triomphante, dépendant d'un seul badge désormais. Il lève les ciseaux. Clac. Le son est petit et juste du métal cisaillant du nylon. Mais dans le silence de mort, c'est aussi fort qu'un coup de feu. Il coupe le cordon net en deux, ouvre sa main, laisse les moitiés tomber. Le badge, mon accréditation, mon identité numérique, claque sur la table de conférence polie. La salle est figée. Maxime laisse tomber les ciseaux à côté de mon badge sectionné, me regarde de haut avec un sourire conquérant. Il attend que je pleure, que je crie, que je cours au RH pour qu'il puisse rire et me traiter d'hystérique. Je ne fais rien de tout cela. Je le regarde, mon visage calme comme un lac avant la tempête. Je laisse le silence s'étirer, laissant chaque personne dans cette salle graver cette image dans sa mémoire, le VP souriant, le badge coupé, le moment où tout a changé. Puis lentement, je recule ma chaise et me lève. Je regarde le cordon sectionné, mon badge gisant sur la table comme un animal écrasé. Je ramasse calmement les morceaux et les place sur mon ordinateur portable fermé. Je tourne la tête et regarde directement Maxime Delacroix. Son sourire vacille juste légèrement. Il est confus par mon silence, déstabilisé par mon calme. Vous venez de notifier au système, dis-je, ma voix n'étant pas un cri mais une simple déclaration de fait, que le gardien officiel a été retiré en dehors de la procédure. Je lui tourne le dos et sors. Je ne cours pas. Je passe devant les visages choqués des managers qui n'ont jamais rien vu de tel. Je marche vers la batterie d'ascenseur, appuie sur le bouton pour le hall, et ne regarde pas en arrière. Au moment où ces portes d'ascenseur se ferment, je sais ce que j'ai laissé derrière moi, un silence étouffant et la réalisation rampante que quelque chose d'irréversible a été mis en mouvement. Mon téléphone commence à vibrer avant que j'atteigne mon 4x4. Le temps que je sois au siège conducteur, il est en vibration continue comme la queue d'un serpent à sonnette. Je ne démarre pas le moteur. Je sors mon téléphone et ouvre mon application de terminal noir. Je tape une simple requête d'état. Du texte blanc défile sur fond noir, vérification module DINUS, échec en chèque. Code raison 801.4. Gardien nommé révoqué. Tentative réauthentification, échec. Lien fédéré rompu. Verrouillage système initié. Et voilà. Gardien nommé révoqué. Le système que j'ai conçu ne comprend pas la nuance ou la politique d'entreprise. Il ne comprend que la logique binaire, autorisé ou non autorisé, sur ou compromis. Le gardien authentifié dont la signature numérique est cuite dans chaque protocole a été retiré de force de la chaîne de commandement. Le protocole Sentinel-7 s'est exécuté exactement comme prévu. Je peux imaginer la scène dans l'aile sécurisée en ce moment.
Julien a vu le premier voyant d'avertissement, puis a regardé chaque moniteur dans la pièce virée au rouge sapin de Noël. Henri Delacroix court probablement depuis son bureau exécutif, hurlant sur des ingénieurs qui fixent des écrans avec des visages pâles parce que personne n'a supprimé un rôle, personne n'a changé l'architecture. Maxime Delacroix a pris une paire de ciseaux et a coupé une personne. Et mon système a enregistré ça comme une prise de contrôle hostile. En quelques minutes, mon téléphone s'allume avec un email automatisé de norepli@audit-dga.défense.gouv.fr. Objet, statut certification invalidé. Ceci est une notification automatisée. Le handshake est fédéré avec l'identifiant fournisseur Aérodéfense Solution 77B9 a été terminé à 10h47. Raison, chaîne de gardiens nommé brisée sans tampon de succession mandatée de 90 jours. Tous les accès système suspendus en attente de revue manuelle. 15 ans de certification, disparu. Dans les 4 minutes qu'il m'a fallu pour marcher de cette salle de conférence à ma voiture. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. 3 heures de panique. Des appels téléphoniques désespérés. Finalement, l'email de Sandrine Lefebvre marqué urgent en rouge, défaillance critique à l'échelle du système. Assistance immédiate requise. Ma réponse fut 5 phrases fixant mes conditions, 450 € de l'heure, minimum de 10 heures de provision, indemnité totale, et une rétractation formelle déclarant que mon licenciement était des représailles. Non négociable. Ils ont tout accepté à 22h30 ce soir-là. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon bureau d'angle chez Eurodéfense, regardant la ligne d'horizon de Toulouse à travers les baies vitrées. Architecte en chef de la sécurité. Salaire triplé. Premier projet, concevoir des systèmes de conformité à l'épreuve des dirigeants pour leur contrat de 8 milliards avec l'armée de l'air. Maxime Delacroix. Support client dans une entreprise de logiciels SaaS à Bordeaux. Quand vous tapez Maxime Delacroix Défense sur Google, le premier résultat est le rapport public de Claire Dubois détaillant sa négligence grave dans les protocoles de conformité fédéraux. Il s'avère que ça vous suit partout. Aérodéfense a survécu, à peine. Ils opèrent à 30% de capacité sous tutelle de l'État. Henri a pris sa retraite discrètement, vendant ses parts pour des centimes. L'équipe d'ingénierie que j'ai protégée? 3 m'ont suivi chez Eurodéfense. Parfois, les gens demandent si je me sens mal à propos de ce qui s'est passé. La réponse est simple, j'ai construit un système pour protéger des milliards d'argent des contribuables contre un leadership incompétent. Quand ce leadership a attaqué le système s'est défendu. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'ingénierie. Mon téléphone vibre. Un autre contractant de la défense voulant savoir comment construire une architecture de conformité à l'épreuve des Maxime. Il s'avère qu'il y a un sacré marché pour ce genre d'expérience.